Salut, c'est Thomas Rozek. Steve Maya Caniço, ça fait déjà 1 an ou presque que ce nom et surtout ce prénom Steve sont arrivés dans nos fils d'actu. Dans la nuit du 21 au 22 juin 2019, alors que la fête de la musique touchait à sa fin, Steve, lui, a perdu la vie dans la Loire après avoir chuté dans le fleuve à Nantes. Une chute et une mort qui, sans doute, n'auraient pas eu lieu sans l'intervention très critiquée de la police, venue mettre un terme au rassemblement auquel participait le jeune homme à grand renfort de gaz lacrymo. Cette séquence dramatique, elle a rapidement pris les atours d'une affaire nationale. Il faut dire qu'elle s'est produite au terme de quelques mois très mouvementés du point de vue de la brutalité policière, très vivement mise en lumière par l'épisode des Gilets jaunes. Cette violence, qui met aujourd'hui pas mal de monde dans la rue, elle n'est pas nouvelle. Les quartiers populaires la connaissent bien, tout comme les Nantais, car c'est à Nantes qu'elle a en partie été expérimentée au fil des ans. C'est ce qu'on va voir avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Des fleurs blanches dans la Loire, un symbole de paix qui donne le ton de l'hommage à Steve Maya Caniço samedi matin à Nantes. Pas de prise de parole, mais de longues minutes d'applaudissements. Rassemblement sobre et simple. Seules les affichettes ou encore ses brassards noirs laissent entendre l'amertume autour des conditions dans lesquelles le jeune animateur aurait perdu la vie. Cette idée de Nantes comme l'un des laboratoires de la militarisation et de la brutalisation de l'action policière, elle est au cœur d'un livre prévu pour la fin juin 2020 aux éditions Sileps, baptisé « Tout le monde sait qui a tué Steve ». C'est mon confrère, le journaliste indépendant Nicolas Mollet, qui est basé à Nantes, qui le signe. Et avant de voir avec lui comment sa ville a depuis longtemps déjà expérimenté les coups de matraque et les lacrymos, entre autres, j'ai commencé par lui demander de me raconter ce qu'il s'est passé cette nuit-là, il y a 1 an, sur le quai Wilson, à Nantes. Aux alentours de 4 heures, comme c'était plus ou moins négocié, il y a une vingtaine de policiers qui se dirigent vers le dernier son de système à émettre de la musique, le son de système des Lunatech, et ils leur demandent donc d'arrêter la musique. Ça se passe pas forcément très bien, ils sont pas trop partants, ils sont un petit peu en fin de soirée. Les gens des Lunatech sont des gens... c'est des purs et durs du milieu free. Ils ont une réputation de précurseurs et de jusqu'au-boutistes un peu dans le milieu de la free. Ils font mine d'accepter finalement l'injonction policière, mais à ce moment-là se passe ce qui se passe à chaque fin de soirée pour un son de système. Ils décident de jouer un titre en fait qui va radicalement trancher avec la programmation techno pour signifier aux teufeurs que la fête est finie. Voilà, que la fête est finie, c'est le dernier titre, on change d'ambiance musicale pour atterrir et pour signifier à tout le monde qu'il va falloir regagner ses pénates. En l'occurrence, là, c'était Porcherie des Berruyers Noirs. Voilà, donc c'est Porcherie qu'on entend, et plus particulièrement la jeunesse emmerde le Front National, la jeunesse emmerde tous les nazis. C'est là qu'il y a un peu un changement d'ambiance en fait, dans le rapport entre les teufeurs et la police nationale. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, on ne sait pas trop qui va amener au cycle infernal de violence qui va se déchaîner à ce moment-là. Mais ça marque un cap clairement, puisque un peu plus tard, il y aura des projectiles qui seront lancés sur les policiers, qui ne sont pas forcément d'ailleurs caparaçonnés comme on l'est en maintien de l'ordre en manif. Ils sont en chemisette, c'est l'été, il fait chaud. Par contre, ils ont prévu tout un arsenal en fait en amont répressif. Ça, c'est vrai que ça pose question, parce que ils ont des LBD, ils ont des grenades de désencerclement. Évidemment, tout le stock de grenades lacrymogènes. Il y a 33 grenades lacrymogènes qui seront lancées sur les quais en pleine nuit ce soir-là. Il y a ce chien, cette brigade cynophile qui est présente. Il y a même un taser qui sera utilisé aussi au cours de la séquence répressive. Donc voilà, il y a des affrontements qui démarrent entre les teufeurs récalcitrants forts de la masse qui s'était constituée à ce moment-là avec ce millier de personnes. Ils sont pas 1 millier à ce moment-là, mais il y a plusieurs centaines de personnes encore à graviter autour du son de système. Et la vingtaine de policiers qui étaient venus et qui étaient revenus entre-temps s'équiper pour une séquence de maintien de l'ordre en fait, avec casque notamment, et armes qu'ils utiliseront dans la foulée, quoi. Ce qu'il faut bien voir et ce qu'il ne faut pas perdre de vue pour comprendre la manière dont les choses se sont déroulées, c'est que tout ça se passe à quelques mètres seulement du bord du quai.
Exactement. On est juste au-dessus de la Loire, qui est un fleuve extrêmement dangereux. Il y a souvent des noyés qui tombent dans la Loire à cet endroit ou à d'autres. Il y a eu des noyés aussi dans le passé à d'autres endroits, plutôt du côté de l'Erdre. Mais ce soir-là, en fait, étant donné qu'il n'y a pas de garde-corps, de barrière pour sécuriser la portion de quai qui débouche sur la pique vers la Loire, le fait d'utiliser des gaz lacrymogènes, une telle quantité de gaz lacrymogène, le fait de l'utiliser en pleine nuit, d'opacifier la vision finalement des tuffeurs, sans parler de l'effet corrosif que peut engendrer le gaz lacrymogène en tant que tel. Voilà, il y a un nombre très important de tuffeurs, de noctambules qui se retrouvent avec le risque de tomber un peu fatigués en fin de nuit, comme ça, en fin de soirée, de tomber à moitié étourdis par le gaz lacrymogène, de tomber dans la Loire, qui est un fleuve avec énormément de remous. C'est un fleuve très dangereux, énormément de courants. L'eau est froide, on a beau être en été, l'eau est très froide. Il y a d'ailleurs 17 personnes qui tombent dans la Loire. L'un va se démettre l'épaule. Enfin, c'est même un miracle qu'il n'y ait pas eu plus de personnes de décédées ce soir-là, quand on y réfléchit avec le recul. Et Steve, lui, qui est un jeune homme sans histoire, quelqu'un de timide, de salué par la plupart de ses amis comme étant une crème, entre guillemets, quelqu'un de très gentil, pas du tout quelqu'un qui se serait projeté dans un affrontement avec la police, pas du tout quelqu'un qu'on imagine jeter des canettes sur qui que ce soit, ou des projectiles. Steve s'est endormi à la hauteur de ce qu'on appelle le bunker. C'est une espèce de petit bâtiment bétonné sur le quai Wilson. Et là, il est vraisemblable que Steve, qui s'était endormi près des enceintes, se réveille dans le chaos des explosions, dans le chaos des cris des gens qui tombent ou qui s'enfuient face à la répression policière. Il se réveille et il va pas rester éveillé très longtemps, le pauvre Steve, puisqu'il va tomber dans la Loire, en fait. Et il ne sait pas nager. Et on le retrouvera un mois seulement, voilà, après sa disparition. Ouais. Ce qui a passionné pas mal de monde et ce qui a déchaîné pas mal de colère et d'énervement, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui a mené à cette action de répression qui paraît, une fois la fumée retombée, si tu me passes l'expression, disproportionnée, surtout vu ses conséquences. C'est quoi la chaîne de décision, la chaîne de commandement qui aboutit à cette action-là ? C'est difficile de le savoir, mais ce qui est sûr, c'est que la fin de la musique et l'évacuation, entre guillemets, des tuffeurs ce soir-là, la responsabilité, elle incombe à l'autorité de l'État, à l'autorité du préfet, Claude Darcourt, qui délègue cette tâche à l'autorité policière et donc au directeur départemental adjoint qui est en charge de l'opération et en dessous de lui, le commissaire. Ça, c'est la chaîne directe d'autorité qui aboutit à l'opération. Les gens, en fait, il y a plusieurs enquêtes qui sont en cours. De toute façon, il y a au total 8 enquêtes qui ont été générées par cette affaire du quai Wilson. Plusieurs enquêtes judiciaires, une enquête de l'IGPN. L'une s'est transformée en enquête judiciaire. Il y a une enquête de l'IGA qui a essayé de déterminer quelle était l'inspection générale de l'administration, qui a essayé de déterminer quelle était la responsabilité du préfet. Elle n'a pas opté pour une responsabilité directe du préfet. Elle a un peu écarté des responsabilités directes. Et au final, Christophe Castaner, dans cette affaire qui s'est assez vite apparentée à une affaire d'État, entre guillemets, comme dit l'avocate de la famille de Steve. Lorsque Christophe Castaner et Édouard Philippe ont choisi de s'exprimer, finalement, on a vite compris que la responsabilité serait plutôt du côté du commissaire Grégoire Chassin, qui était en charge des opérations sur le terrain. Donc aujourd'hui, c'est clairement le rôle de Grégoire Chassin qui est un peu dans la balance pour savoir s'il a complètement failli dans son appréciation de la situation. Et il est probable que c'est lui qui sera la cible des poursuites. Voilà, on en est là aujourd'hui. Les enquêtes sont en cours. Les enquêtes ont été dépaysées à Rennes. Les enquêtes judiciaires, en tout cas, ont été dépaysées à Rennes parce qu'il y a d'autres enquêtes qui ne sont pas forcément des enquêtes judiciaires. Une enquête de
du défenseur des droits, une enquête de la Ligue des droits de l'homme aussi. Ça, c'est un fait peu connu, mais il y a des particuliers, des individus qui ont enquêté en parallèle et qui vont soumettre les résultats de leur enquête à la Ligue des droits de l'homme. Voilà, parce que c'est vrai que c'est quand même un choc qu'il y ait eu le risque d'autant de morts et qu'il y ait eu un mort avéré suite à une intervention policière dans ces conditions. Un soir de fête de la musique, c'est un choc pour la ville et c'est un choc aussi pour le pays, puisque cette affaire elle a pris très très vite une résonance nationale. Voilà. Aujourd'hui, sur les responsabilités, c'est difficile. On est vraiment qu'au tout début des enquêtes judiciaires qui ont été dépaysées à Rennes. C'est difficile de savoir dans quel sens on va aller, mais il est probable que ça dure largement plusieurs années, toutes ces enquêtes. Ça a d'autant plus pris une ampleur nationale que cette affaire et la mort de Steve, elle arrive à un moment qui n'est pas anodin dans l'histoire de notre pays, qui est le moment où on a assisté depuis plusieurs mois à un durcissement de la stratégie de maintien de l'ordre, comme on a coutume de l'appeler, et à des rapports de plus en plus brutaux entre la population et la police, notamment suite à l'épisode des Gilets jaunes qui a mis en lumière cette brutalisation qui en fait avait déjà commencé avant, mais dont on n'avait pas forcément conscience partout. Ce que toi tu racontes dans ce livre, ce que tu as tenté d'aller essayer de comprendre, c'est comment Nantes a servi de laboratoire à cette brutalisation. Et ça commence bien avant Steve, parce que ça commence même dès les grèves de 95. Oui, ça commence même encore au-delà. Ça, pour moi, le vrai bouillonnement en fait il survient en fait dans les années 50. Il faut remonter à là pour comprendre tout le rapport conflictuel qu'il peut y avoir entre la population et les forces de l'ordre. En 1955, en fait, débutent des grèves assez monstrueuses à Saint-Nazaire, qui vont opposer en fait les métallos de Saint-Nazaire avec le patronat local. Les métallos souhaitent un réalignement de leurs salaires qui sont particulièrement minables sur ceux des métallos de la région parisienne. Le patronat nazérien de Loire-Atlantique n'est pas du tout d'accord et s'y prend très mal dans sa façon de gérer le conflit. Le conflit dégénère très très rapidement. Il y a des affrontements assez dantesques en fait qui opposent les métallos avec un déchaînement de violence incroyable, des jets de projectiles métalliques fabriqués sur place par les ouvriers sur les gardes mobiles de l'époque. Des gardes mobiles se retrouvent à l'eau, ils tombent dans un bassin à Saint-Nazaire. Un peu plus tard, Nantes, les ouvriers de la navale de Nantes prennent le relais et ça va tellement loin que finalement il y a un ouvrier, Jean Rigolet, qui meurt à 24 ans, l'âge de Steve, sur le cours de 50 otages tués par une balle de CRS. Donc là, c'est vraiment l'épisode fondateur du rapport violent entre la police et la population militante en fait à Nantes. C'est un rapport qui va naître là, qui trouve sa genèse là. Les militants en fait qui vont trouver leur mesure en mai 68 à Nantes, ils ont déjà ce passé. Au moment où mai 68 arrive à Nantes, le monde ouvrier a déjà ce passé. Par la suite, évidemment, on retrouve ce fil rouge de tension entre l'autorité, le pouvoir central et le monde militant. Tu as effectivement parlé de 95. Il y a aussi un peu plus tard le CPE. Et en 2007, l'arrivée de Nicolas Sarkozy au pouvoir en fait va signifier un autre basculement en fait dans la répression, puisque c'est aussi le moment où il y a une espèce de surenchère dans l'équipement des forces de l'ordre en armes dites non létales. C'est à partir de 2007 où on commence à chercher en fait un successeur, notamment au flashball. Et c'est en 2007 que Pierre Douillard, un lycéen, est éborgné à Nantes par un tir de lanceur de balles de défense, alors prototypal. Pierre Douillard va être le premier éborgné par un LBD médiatique. Mais il y a eu avant cela d'autres tirs de LBD qui ont mutilé, notamment dans les quartiers populaires parisiens, et notamment lors des émeutes de Villiers-le-Bel en 2007. Par la suite, Nantes va continuer à être cette espèce de laboratoire que je décrivais tout à l'heure. Est-ce que c'est lié à son activité militante très intense qui va s'intensifier au fil des années, mais notamment pendant le quinquennat suivant, le quinquennat de François Hollande, avec la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et tous les événements qui sont
qui sont corrélés, on va dire, à cet espace très particulier en France. Ah oui, très clairement. C'est vrai que Notre-Dame-des-Landes a été un point de crispation important. C'est vrai que le vrai bond en termes de répression, c'est 2012, à Notre-Dame-des-Landes, avec l'opération César. C'est là que sont déployés des moyens de répression massifs, que sont les hélicoptères, les grenades de désencerclement, les grenades offensives, la fameuse grenade offensive qui avait tué Vital Michalon dans les années 70 lors de manifestations contre la centrale nucléaire de Cresse-Malville. Il y a aussi la manif du 22 février 2014 qui va vraiment marquer les esprits à Nantes. On est toujours dans le cycle des manifs contre le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Là, on n'est plus dans le cadre de la zone de Notre-Dame-des-Landes en tant que telle, mais on est dans le cadre d'une manif urbaine qui se déroule à Nantes, organisée par les militants opposés au projet. Donc cette manif, elle va marquer particulièrement les esprits parce que là, ce ne sera plus une personne qui va être éborgnée en l'espace d'une seule journée, mais 3 personnes qui vont être éborgnées par des LBD en plein centre-ville, 2200 grenades lacrymogènes qui vont être tirées en une après-midi pour tenter de canaliser les 40 000 à 50 000 personnes qui défilent contre le projet d'aéroport. Pour moi, il y a une espèce de quadrilatère de la domination policière, en fait, qui se déploie entre Nantes, Saint-Nazaire, La Baule et Notre-Dame-des-Landes. Les destins de Nantes et de Saint-Nazaire sont liés à travers l'histoire du mouvement ouvrier. La Baule, c'est aussi un espace qu'il ne faut pas négliger parce que c'est une sorte de fief balnéaire pour Sarkozy, qui est un peu le candidat politique des classes possédantes de l'Ouest parisien, qui y ont souvent une résidence secondaire. C'est vrai qu'il faut voir l'articulation de la tension entre ces quatre points géographiques. Dedans, j'inclus évidemment Notre-Dame-des-Landes en tant que telle, qui est une espèce d'enclave rurale qui veut pouvoir conserver finalement la maîtrise de son destin. Aujourd'hui, on est quasiment un an après cette nuit du 21-22 juin sur le quai Wilson, un an après donc le début de l'affaire Steve et après la mort de Steve à Nantes. Est-ce que les choses ont changé de ce que tu as pu percevoir dans ton enquête? Est-ce que cette histoire dramatique, elle a servi de déclic à quelques égards que ce soit, ou est-ce que on en est toujours plus ou moins au même point dans le rapport entre la police, sa brutalité potentielle, et la population, voire la population militante? Oui, je pense qu'elles ont changé. Et je pense que le principal changement qui a eu lieu, c'est que Nantes, en fait, a cessé d'être un point de crispation, justement, entre forces de l'ordre et monde militant. Et pourquoi elle l'a cessé? Parce que, finalement, le mouvement des Gilets jaunes a fait que, aujourd'hui, la contestation, les heurts entre citoyens et policiers, on ne les trouve plus qu'à Nantes, finalement. On les trouve aussi depuis les manifs. Les heurts se sont durcis sur les champs, se sont durcis à Toulouse, à Bordeaux. Le mouvement des Gilets jaunes a clairement fait naître des petites vagues comme ça, localisées, de contestation dure, avec des techniques de maintien de l'ordre d'ailleurs violentes, qui avaient été aussi largement expérimentées à Nantes. Les BAC, notamment la BAC nantaise, est très réputée pour sa férocité. On a vu dans d'autres villes de régions comme Bordeaux ou Toulouse, les BAC avoir des comportements très durs pendant la séquence des Gilets jaunes. Si je traduis, si je comprends bien, Nicolas, le constat, c'est que le déclic, ça n'est pas forcément dans le bon sens. C'est-à-dire que, en gros, un an après, ce qu'on observait à Nantes, en termes de violence policière, on l'observe partout. C'est vrai, c'est très vrai. Mais c'est pas dû qu'à l'affaire du quai Wilson. C'est dû aussi, comme je te le disais, à ce mouvement des Gilets jaunes qui a complètement fait paniquer le pouvoir à un moment donné, parce que c'était quelque chose qu'il ne contrôlait plus du tout, qui était complètement en marge des organisations syndicales. C'était un mouvement qui ne pouvait absolument pas contrôler. Les manifs n'étaient pas déclarés, il n'y avait pas d'arrangement sur le parcours. Il y avait un côté un petit peu chaotique comme ça dans le déploiement du mouvement des Gilets jaunes, qui a fait que le pouvoir a dû répondre par une répression très forte, qui a abouti à toutes ces mutilations de Gilets jaunes. Ce qu'il ne faut pas oublier dans toute cette histoire, c'est qu'il y a quelqu'un derrière, il y a Steve, ce jeune homme qui n'avait pas demandé grand-chose et qui est décédé en juin 2019. Un an après, sa mémoire, elle est entretenue à Nantes? Sa mémoire, oui. C'est-à-dire qu'il y a un groupe
un groupe d'amis qui entretient la flamme autour de la mémoire de Steve de toute façon depuis l'annonce de sa disparition. Ce sont des amis proches de lui qu'il pouvait côtoyer lors des teufs. Il y a sa famille évidemment qui se bat pour obtenir justice. La mémoire de Steve a vécu longtemps à travers les différentes manifestations et rassemblements qui se sont déroulés sur le quai Wilson. Elle vit aussi à travers des affiches qui sont placardées dans Nantes, des affiches estampillées « Justice pour Steve ». La mémoire de Steve, elle vit aussi à travers la fresque qui a été réalisée sur le quai Wilson à proprement parler. Une fresque qui représente en fait Steve et qui représente un paysage un peu chaotique de maintien de l'ordre à Nantes. Voilà, en fait, la mémoire de Steve, aujourd'hui, elle vit par la volonté de ses amis et de sa famille d'obtenir justice et par tout un tas de manifestations en fait, qui ont marqué et qui vont continuer de marquer le paysage urbain de Nantes. Et d'ailleurs, une grande marche est prévue en mémoire de Steve, organisée par ses proches. Ce sera le dimanche 21 juin à 15h à Nantes, au départ de la préfecture. Merci à Nicolas Mollet pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram si vous voulez nous parler. N'oubliez pas de bien vous laver les mains, de respecter les gestes barrières et de prendre un peu de sérum Phi avec vous dans les manifs, ça peut servir. Et à demain pour un nouvel épisode.